Si tous les objectifs qu'on a nous semblent lointains ou irréalisables, c'est qu'on a un programme, une croyance qui nous dit que c'est pas possible, qu'on ne mérite pas, que c'est pas bien, que c'est pas souhaitable, etc. Le travail de l'ombre consiste à identifier et défaire tous les programmes inconscients qui nous contrôlent. Trouver toutes les croyances qu'on a depuis l'enfance, qui nous maintiennent dans un rôle qui n'est pas le vrai nous, qui nous limitent et surtout qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on veut avoir. Dans cette vidéo, je vais parler de comment j'ai vécu et comment je continue de vivre mon travail de l'ombre au quotidien, à travers 3 grandes étapes, la projection, la rencontre et l'intégration. Tout le principe, c'est que vous ne pouvez pas voir votre ombre par défaut sans faire cet effort, sans faire ce travail introspectif et analytique. Mais si vous le faites, encore une fois, vous pouvez défaire ces programmes et les remplacer par d'autres programmes, d'autres croyances, d'autres pensées qui vous servent davantage, qui vous donnent de la force, qui font que vous avez une meilleure image de vous-même et donc plus de chances d'atteindre vos objectifs. Ce que je vais présenter ici est hautement incomplet et ça fait pas honneur au travail de Carl Jung parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Il manque la partie analyse des rêves, qui est un autre moyen de découvrir son ombre. Il manque la partie dialectique. Bref, il manque beaucoup de choses. Mais ce que je voulais présenter là, c'était un genre de kit de départ. Avec ça, vous avez de quoi défaire pas mal de croyances, de quoi découvrir des vieux programmes qui sont en vous et qui vous empêchent de bien vivre. Les gros blocages qu'on a, les gros défauts qu'on traîne, les grosses blessures qu'on porte, elles sont en général assez faciles à trouver. Et avec ces outils, vous avez largement de quoi faire. Donc, sans plus attendre, on commence. La projection, c'est l'idée que, déjà, notre ombre, par définition, on ne peut pas la voir. Si vous saviez quels sont les comportements que vous répétez encore et encore depuis l'enfance à cause d'une expérience négative, si vous pouviez voir tout ça, si vous pouviez voir vos schémas, ce serait pas votre ombre. Ce serait une partie plus émergée de l'iceberg. Parce que c'est votre ombre, vous ne pouvez pas la voir. Et vous allez donc être surpris d'apprendre ce que c'est. Vous pensez avoir une intuition de c'est quoi vos défauts, vous pensez avoir une idée de c'est quoi la croyance primordiale qui vous tient éloigné de vos rêves, je suis pas assez bien, je me sens pas à ma place, mais la découverte de l'ombre, c'est systématiquement une surprise. Et donc le premier moyen de découvrir son ombre, d'avoir ces surprises, c'est la projection. C'est l'idée que on va projeter sur les autres tous les défauts qu'on n'arrive pas à voir en nous-mêmes. Ça veut dire que si une personne t'énerve excessivement, si dans un groupe t'es agacé par le comportement de quelqu'un et qu'il y a que toi qui semble être agacé par ça, c'est très certainement que tu es en train de projeter ton ombre. Donc si je prends un exemple personnel, ça m'arrive encore récemment. Récemment, dans un groupe d'amis par exemple, j'ai été agacé, moi seulement apparemment, par le comportement d'un ami qui commençait à parler de manière autoritaire. Moi j'aime pas trop ça. Parce que je connais le principe de la projection, parce que je sais que s'il y a que moi qui est agacé, c'est moi le problème. J'ai compris que c'était certainement un miroir de quelque chose que moi je faisais, d'une partie inconsciente de moi-même. Si quelqu'un me saoule quand il commence à parler avec autorité et que je trouve illégitime, c'est peut-être que j'ai tendance à faire pareil. J'ai tendance, moi aussi, à dire aux gens comment ils doivent vivre leur vie, comment ils devraient faire, comment ils devraient réfléchir. Parce que ça m'énerve, je sais que c'est peut-être moi qui le fais aussi. Et ça demande un peu ce recul sur soi-même, ça demande un peu d'acceptation. Il faut une certaine maturité et un certain recul pour accepter qu'on a un défaut comme ça. Mais on va le voir dans la prochaine partie. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Quand on est agacé par quelqu'un, particulièrement, excessivement, c'est probablement qu'on a le même défaut soi-même. Et je pensais pas du tout être comme ça. Moi, je pensais être quelqu'un d'assez humble, en fait. Mais je connais le principe. Je sais que si je suis le seul à être énervé, c'est que je suis en train de projeter mon ombre. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que moi aussi je fais pas ça, en fait? Et donc, j'ai trouvé quelques schémas, effectivement, où j'avais tendance à trop dire aux gens comment ils doivent vivre. En vérité, il y a 2 applications de la projection. La deuxième, c'est quand quelqu'un ou une situation fait miroiter, non pas quelque chose que tu as toi-même, non pas un comportement que tu as toi-même, mais plutôt l'inverse, comme une défaillance que tu as, que tu refuses d'accepter, de voir, mais pour une fois tu la vois ailleurs et tu fais ça m'énerve beaucoup, tu vois. Un exemple personnel encore que j'avais il y a bien longtemps, c'est donc moi pendant très longtemps j'étais socialement anxieux, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, parler aux gens, être sociable, être ouvert, être moi-même. Et quand je voyais quelqu'un d'autre le faire, ça m'agaçait particulièrement. Je me disais, mais pour qui il se prend, en fait? Pour qui il se prend à être lui-même, ce mec? D'où il se permet d'être confiant, comme ça?
Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le droit de parler fort comme ça? Si bien que quand quelqu'un donc était très confiant et se permettait d'être lui-même, moi, ça me dérangeait beaucoup. Parce que ça reflétait ma propre inaptitude. Ça reflétait mon manque de liberté à moi. Donc là, on peut voir encore que les autres nous servent de miroir. Et c'est donc ça qu'on appelle la projection. Que ce soit parce qu'on a le même défaut, ou que ce soit parce qu'ils révèlent une défaillance en nous, les autres, le monde, nous servent de miroir. Et c'est grâce à ces expériences qui nous triggerent, qui nous agacent, qui nous énervent excessivement, qu'on a une chance de voir ces parts d'ombre de nous-mêmes qu'on ne pourrait pas voir autrement. C'est pour ça que la projection, c'est la manière la plus simple, la plus applicable de commencer aujourd'hui à découvrir son ombre. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'a énervé cette semaine? Qui m'a particulièrement agacé par son attitude, que j'ai trouvé injuste, que j'ai trouvé pas appropriée, etc. Et demande-toi en particulier, est-ce que je suis le seul à réagir comme ça? Je rappelle encore que la projection n'est que un des outils disponibles pour découvrir son ombre. Là, on est dans la phase de découverte de l'ombre. Un autre moyen de découvrir son ombre, c'est l'analyse des rêves. Et je ne veux pas rentrer dans le détail ici, parce que j'essaie de faire une vidéo assez simple. Mais l'analyse des rêves était centrale dans le travail de Carl Jung. C'était un des rares points communs qu'il avait avec Freud, même jusqu'à la fin de leur carrière, parce qu'ils ont une grande séparation comme ça. Mais c'était leur point commun jusqu'au bout. L'analyse des rêves pour Freud et pour Jung, c'était primordial. Je vais évoquer un seul exemple, après on passe à la suite. Un rêve récurrent est souvent le signe révélateur que tu as ton ombre qui te dit « Eh oh, est-ce qu'on pourrait s'occuper de ça ?» en fait. Par exemple, si tu es tout le temps en train de courir dans tes rêves, que tu te fais poursuivre par la police, par des méchants, par des monstres, et que tu n'arrives pas à t'échapper, ils sont toujours là, c'est que tu es en train de fuir quelque chose dans ta vie que tu es supposé faire. Que tu as une responsabilité que tu es en train de fuir. Il y a une partie de toi que tu es supposé devenir et tu es en train d'être un peu lâche et tu es en train de pas t'en occuper. Ou alors tu as une relation, un truc à gérer et tu laisses traîner l'affaire et c'est pas bon. Tu vois. Donc tes rêves te signalent également une partie de ton ombre qui demande à faire surface. Et donc pour finir, pour la partie exploration de l'ombre, donc là en l'occurrence projection, il faut comprendre ça. Notre inconscient cherche à communiquer avec nous à travers les rêves, à travers des ressentis, à travers des expériences qu'on va attirer. Notre subconscient tape à la porte. Notre subconscient veut avoir une relation avec nous. Et si vous commencez juste à l'écouter, vous avez une chance d'intégrer le subconscient. Et donc, c'est ça qu'on appelle le chemin de l'individuation. Intégrer toutes les parties de nous-mêmes. Intégrer toutes les parties du psyché. Et c'était ça, le chemin que prône Carl Jung. En un mot, devenir entier, devenir intègre, devenir qui tu es supposé être. Deuxième étape, la rencontre avec l'ombre, qu'on pourrait aussi appeler l'acceptation de l'ombre. C'est le moment où il faut être un peu calme, honnête avec soi-même, parce que c'est là où il va s'agir de s'accepter. Accepter l'inacceptable en nous. Parce que si on l'a mis dans l'ombre, c'est justement parce qu'on ne voulait pas le tolérer, parce qu'on a été conditionné à croire que c'est pas acceptable, parce qu'on a eu trop honte, ou parce que c'est trop douloureux, ou parce que c'est une image de nous-mêmes qu'on ne veut pas avoir. Il y a quelque chose qui fait que on ne veut pas le mettre en surface. On ne veut pas que ce soit vu par nous ou par les autres. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans l'ombre. Donc ce moment, la rencontre avec l'ombre, elle peut être particulièrement inconfortable parce que il faut trouver le courage qu'on n'a pas eu à l'époque. Mais aujourd'hui, on peut le faire parce qu'avec notre cerveau d'adulte, avec notre courage d'adulte, on peut faire ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant l'enfance. On peut commencer à se dire, en fait, c'était pas vraiment ma faute, c'est la faute de personne. C'est ok. C'est les circonstances qui ont voulu ça. C'est commencer à faire la paix avec nos démons, c'est faire un câlin à son enfant intérieur, c'est ces parties un peu douces. Tu vois. Dans la partie 3, ce sera plus catabolique. Mais là, il s'agit de faire la paix. Donc, c'est le moment où tu dis c'est ok. Ok, ça fait 10 ans que je fais ça. Ok, ça fait 10 ans que je me mens à moi-même. Ça fait quelques années que je fuis le regard, les situations, les relations, les rencontres. Ok, ça fait pas mal de temps perdu, c'est vrai, ça m'agace un peu. Mais il y a des gens qui passent leur vie entière à ne pas accepter quelque chose parce que ça fait trop de temps qu'ils auraient dû l'accepter. Et donc c'est pour ça que c'est ce moment un peu pénible. Si tu arrives à trouver ce courage, si tu arrives à prendre tes pertes, comme je dis souvent, accepter que tu as perdu du temps,
mais décider qu'aujourd'hui, c'est bon, tu reprends ta vie en main, tu recommences ce chemin que tu avais mis de côté à l'époque parce que tu ne pouvais pas le faire, et tu dis, vas-y, ok, j'ai perdu du temps, mais c'est bon, je m'y mets. Si tu veux partir dans le côté spirituel, certains disent que tu t'es incarné spécifiquement pour ça, pour résoudre ce thème de vie, cette douleur de l'âme, et donc tu commences à dire, ok, ce truc qui me semble inacceptable, être vu par les autres, être accepté, m'aimer moi-même, chacun son chemin de vie, tu vois, c'est des thèmes qui reviennent très souvent d'une personne à l'autre, mais à la fois c'est très unique. En résumé, c'est accepter ce qui t'a semblé être inacceptable en toi et qui en vérité est largement acceptable, tu vois, parce qu'on est tous des humains. C'est ok. Et un exemple ici qui revient très souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est donc un conditionnement parental, comme c'est très très souvent le cas, et en particulier le truc de, moi je l'ai pas eu, mais c'est en particulier le truc de la pression de réussir. Tu vois, un parent qui est chef d'entreprise, il veut que son enfant fasse pareil et du succès. Et il y a cette pression existentielle de faire de l'argent, réussir. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se dit, tous nos comportements sont autour de ça. Et donc là, je pense à une personne en particulier qui avait aussi, donc qui a fait ce chemin, qui a fait son entreprise, qui a eu beaucoup de succès, mais qui n'était pas épanoui du tout, et qui était à ce croisement qu'il a eu, mais en fait qu'il a eu plein de fois dans sa vie, et il est toujours parti à droite, toujours parti du côté professionnel, faire beaucoup d'argent, avoir du statut social, et jamais ce côté épanouissement personnel. C'est quoi que j'ai vraiment envie de faire, en fait? Est-ce que ça me ferait pas plaisir de un peu moins bosser, un peu moins faire d'argent et m'occuper de moi-même? Et encore une fois, moi je l'ai pas eu, celui-là, mais je l'ai vu très souvent, parce que j'accompagne des neurodivergents qui ont pas mal de succès. Et dans ces moments-là, je les invite à reconnecter avec eux-mêmes. Il y a deux voix dans la tête. Il y a la voix de nos parents qui nous parlent toute notre vie, parce qu'on est conditionné entre 0 et 7 ans. Et il y a la voix de l'âme, si j'ose dire, qui nous parle toute la vie aussi, et après encore. En fait, c'est qui on est vraiment. Mais là, pareil, c'est spirituel, c'est mon avis. Et je leur dis, du coup, est-ce qu'on peut faire une pause avec cette pression du conditionnement social et parental, la pression de réussir plus, parce que là, il y a ton âme qui hurle et qui te dit, est-ce que je peux faire autre chose? Et c'est pour ça qu'ils prennent l'accompagnement avec moi, c'est parce qu'ils veulent la permission d'écouter cette voix intérieure. Et moi, parce que je crois énormément en ça, comme Carl Jung, qui croyait au soi, en ce soi supérieur qui fait partie de toi-même et qui guide ton cheminement et ton développement, je crois en l'âme. Parce que je crois beaucoup en ça, je vais prêcher ça très très fort. Et je vais dire, ta voix intérieure, c'est la seule voix qui compte. Ton autorité morale intérieure, c'est la seule vraie autorité. Je veux pas trop m'éloigner du sujet et partir trop en mode spirituel, mais à la fois Carl Jung est très très spirituel et c'est pour ça qu'il s'est séparé de Freud, donc je vais quand même le dire. Cette idée que tu as ton âme qui te parle et ton autorité intérieure, ton intuition, si tu veux, tu l'appelles comme tu veux, c'est une idée très ancienne, très spirituelle, qu'on retrouve dans la vraie lecture de la Bible. Des phrases comme « Le royaume des cieux est en vous ». Et je peux même citer ici le Gospel de Thomas qui dit « Si tu fais sortir ce qui est en toi, ce que tu fais sortir va te sauver. Si tu ne fais pas sortir ce qui est en toi, ce qui est en toi va te consumer. » Tout ça pour dire, écoute cette voix intérieure qui te parle et qui t'aime d'un amour éternel, et tu as une chance encore plus grande d'accepter qui tu es, d'accepter ce que tu as mis de côté pendant longtemps. Et c'est ça que j'appelle la rencontre avec l'ombre. C'est ça que j'appelle l'acceptation de l'ombre. Ok. Troisième étape, une fois qu'on a vu qui on était et qu'on a commencé ce chemin d'acceptation, qu'on a ouvert la porte, on commence une partie plus catabolique. Là, c'est là où on passe à l'action. C'est là où ça se passe dans la vraie vie, dehors. Si tu penses que le travail de l'ombre, il se passe dans ta chambre, c'est encore une fois hautement incomplet, parce que le cerveau, le subconscient, il demande des preuves et pas des promesses. C'est à travers l'expérience qu'on a créé des mauvais programmes. Donc c'est à travers l'expérience qu'on va pouvoir les défaire et qu'on va pouvoir en planter de nouveaux. Ici, c'est une partie assez personnelle, donc je vais parler que de mon expérience à moi. Donc comme je l'ai évoqué, moi avant j'étais très anxieux socialement, j'avais du mal à parler aux gens, à parler aux filles, à parler dans les groupes, etc. Quand j'ai commencé à faire ce travail de l'ombre, à défaire les programmes qui étaient en moi, à soigner les blessures de l'enfant, à soigner la blessure de la mère, la blessure du père,
à comprendre que j'avais la blessure du rejet et de l'abandon, que j'avais développé le masque du fuyant, etc. Tout ça, c'est intéressant. C'est la partie qui se fait dans la chambre, tout seul. C'est la partie qui se fait en lisant des bouquins et en faisant ton journal et ce que tu veux. Ou encore avec la technique de l'imagination active, qui est la technique la plus avancée que Carl Jung faisait avec ses patients, qu'on va pas explorer maintenant. Tout ça, c'est la partie qui se fait un peu chez soi ou sur le divan. Mais ça ne nous dispense pas de la partie action, la partie catabolique, la partie qui fait peur, parce qu'il s'agit de, dans nos comportements quotidiens, commencer à adopter les comportements qu'on aurait sans ces programmes. Donc au début, il faut un peu se forcer. Ça paraît pas naturel parce que tout notre cerveau, tout ton corps même te dit non, ne fais pas ça, on va mourir. Et donc pour moi, aller parler à une fille ou prendre la parole dans un groupe, c'était vraiment ce réflexe corporel de si tu fais ça, je te jure qu'on va mourir. Et il faut que tu arrives à faire ce saut dans le vide. Tu vois, faut que tu arrives à faire ce moment de eh ben tu sais quoi mon gars, on va le faire quand même. C'est comme si tu voulais, je sais pas, conduire un hélicoptère et ton subconscient, il sait que au fond, que tu peux le faire, mais il veut te protéger. Il veut pas que tu y ailles parce que tu vas te faire rejeter, ça va être horrible. Donc, il t'empêche de le faire. Tu vas être paralysé. Mais ce que tu fais, c'est que tu le fais quand même. Tu te forces, tu vois, et tu montes dans l'hélicoptère, en fait. Et ton subconscient, il est avec toi toujours, quoi qu'il arrive. Et tu lui dis, écoute, moi, je vais décoller cet hélico, quoi qu'il arrive. Si tu veux qu'on se crache, tu continues à me bloquer, mais au bout d'un moment, quand tu forces le passage, quand tu passes vraiment à l'action, quand tu prends ton courage à deux mains, que tu dis non mais je vais devenir qui je suis supposé être. Je vais faire ce que je veux faire et je vais conduire l'hélico. Donc soit tu m'aides, soit on se crache. Et ton subconscient va résister encore et encore et faire non, je te donne pas le manuel pour conduire l'hélicoptère. Et au bout d'un moment, tu fais mec, ok, on est foutu, on est dead, on est mort. Et tu te forces comme ça, tu te forces à décoller et là ton subconscient comprend. Il y a ce moment un peu magique de waouh, en fait, on n'est pas mort, tu vois. La chose qui m'a terrorisé toute ma vie, j'ai cru que j'allais mourir si je faisais ça. En fait, je suis pas mort. Et je ne saurais décrire l'expérience cathartique que c'est de vivre un moment comme ça. C'est un poids qui se libère. Comme si on pouvait mieux respirer d'un coup. Comme si on voyait en une seconde qu'il y avait un morceau des poumons disponible et qu'on respirait pas avec toute notre vie. Et d'un coup, on commence à être nous-mêmes. D'un coup, la pression commence à partir. Et d'un coup, on peut commencer à fonctionner comme on a toujours voulu être. On conduit l'hélico. On arrive à parler devant les gens. Et bien que ces expériences cathartiques elles soient très utiles, très libératrices, et je les chéris beaucoup, ça ne nous dispense pas d'un travail un peu quotidien. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'intégration un peu quotidienne, l'intégration de l'ombre, parce que c'est un engagement que tu prends. Tu vas continuer à faire ça, jour après jour. Ça n'existe pas de stagner dans un domaine. Soit tu progresses un peu tous les jours, soit tu régresses et tu retombes dans tes vieux démons, dans le vieux soi. Qu'on est libéré de nos problèmes et d'un coup ils refont surface. On a tous fait l'expérience de ça. Mais en vérité, c'est pas qu'on régresse, c'est pas qu'on n'a fait aucune avancée. On a avancé. C'est juste que dans ces moments de fatigue ou de stress ou des moments difficiles, on va retomber dans nos vieux travers. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait de progrès, c'est juste qu'on a réussi à développer ces nouveaux comportements, mais on peut les avoir que quand on est en forme, on va dire. Si tu fais beaucoup de travail de l'ombre, si tu progresses vraiment, tu vas réussir à tenir ta nouvelle identité, ton nouveau comportement, même quand tu es un peu fatigué, même quand tu es un peu stressé, même quand tout le monde est contre toi. Et plus tu deviens toi-même, plus tu arrives à rester dans cette nouvelle version de toi-même, malgré les influences extérieures et malgré le stress. Donc, quand tu retombes en dessous, dis pas, ok, j'ai pas avancé du tout. C'est pas ça. C'est juste que tu es dans un moment un peu difficile, mais tu as quand même réussi à baisser la barre. Tu as quand même réussi à être toi-même plus souvent que d'habitude. Je parle de l'intégration de l'ombre comme ce travail quotidien où on fait baisser la barre encore et encore, jusqu'au moment où tu vas être toi-même dans toutes les circonstances et tu vas laisser personne t'éloigner de qui tu es. J'aime beaucoup la phrase de Alan Watts. Tant que tu peux te faire sortir de toi-même, tu mérites de l'être. Donc, la dernière partie, c'est la partie intégration de l'ombre. On n'a pas fini le travail. On n'a pas fini le chemin de l'individuation. C'est le chemin d'une vie, après tout.
Mais si on continue ce travail, on arrive à être soi-même de plus en plus souvent, de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement. Et là, on commence à vraiment bien vivre. Et voilà, en conclusion, une ébauche de ce que pourrait être le travail de l'ombre, un peu schématiquement. En fait, il y a plein de chemins de l'ombre, tu vois. Chacun fait son chemin. Chacun a son ombre personnel et donc chacun a sa manière de faire. Mais voilà quelques principes généraux, une démarche qui a fait ses preuves, qui vous aide à intégrer votre ombre et à devenir qui vous êtes supposé être. Pour les autres parties que je n'ai pas explorées ici, qui viennent de la psychologie analytique de Carl Jung, comme l'analyse des rêves, la partie dialectique et l'imagination active, ce sont des choses que je fais plutôt pendant mes accompagnements parce que c'est très très personnel et il n'y a pas de principes généraux ici. Je ferai peut-être des vidéos distinctes sur ces sujets, mais ça semble un peu impossible parce que l'analyse des rêves, ça va à l'infini. Il y a une infinité de symboles. Il y a des symboles qui reviennent souvent, c'est bien de les connaître, comme ceux qu'on a évoqués. Quand tu cours dans les rêves, c'est que tu fuis une situation dans la vraie vie, mais c'est infiniment complexe comme sujet. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, cliquez dans le lien dans la description et prenez un appel découverte gratuit. Moi, ça m'intéresse de voir un maximum d'expérience parce que c'est ça qui m'aide aussi à voir les schémas qui reviennent le plus souvent. C'est ça qui me permet de voir des cas très particuliers. Et c'est vrai que moi, c'est la passion de ma vie. Moi, je m'endors le soir avec des lectures de Carl Jung. Donc, c'est un sujet qui me passionne, dont j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que j'en ai fait donc mon activité. Si vous voulez aller plus loin avec moi, cliquez dans le lien dans la description. Pour le reste, ce que je vous conseille de faire, c'est appliquer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui à votre quotidien. Mais vraiment, que s'est-il passé cette semaine? Est-ce que je me suis énervé excessivement contre quelqu'un, contre une situation cette semaine? Est-ce que j'arrive à voir, et c'est la partie la plus dure à faire tout seul, est-ce que j'arrive à voir pourquoi est-ce que j'ai surréagi? Est-ce que c'est le miroir d'une de mes défaillances? Ou est-ce que c'est le miroir d'un truc que moi je fais, moi-même? Est-ce que c'est plus complexe que ça? Est-ce que je vais réussir à trouver c'est quoi le schéma qui est en moi, la croyance qui doit être vraie pour que ça m'énerve? Ça, c'est une clé très forte aussi. Tu peux te poser la question, quel programme j'ai probablement en moi pour que la situation m'énerve? Si tu arrives à trouver la réponse, essaye de l'accepter avec bienveillance. C'est une partie de toi-même que tu as un peu rejetée, refoulée. Fais la paix avec ça, intègre-la. Et enfin, essaye de vivre cette version plus entière de toi-même, cette version qui a accepté cette partie un peu ombragée de toi, et essaye de voir si tu arrives à tenir cette manière d'être au quotidien, tous les jours. Le chemin de l'individuation, il me semble que c'est le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre dans cette vie, à part devenir qui on est supposé être? Si on ne va rien emmener avec nous, aucun matériel, aucune relation, que même nos accomplissements vont être oubliés, la seule chose qu'on emmène, c'est les leçons qu'on a apprises, les leçons de l'âme. Est-ce que j'ai réussi à refermer une blessure que je suis venu sur Terre pour soigner? Encore une fois, là, c'est que mes croyances à moi et ça n'engage que moi. Mais même au sein de cette vie, si vous voulez avoir tout ce que vous voulez avoir, devenez qui vous êtes supposé être. Défaites-vous des programmes qui vous disent que c'est impossible, que vous ne méritez pas, que c'est pas fait pour vous. Parce qu'en vérité, vous pouvez tout avoir. Et si vous saviez qui vous êtes vraiment, vous n'auriez pas ces croyances limitantes. Vous n'auriez pas ces pensées négatives et ces émotions qui vous agressent tous les jours. Donc, faites cette paix avec vous-même parce que c'est ce que vous êtes supposé faire. C'est ce que vous êtes supposé devenir. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.